Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver le noyau et l'image d'un endomorphisme. Le noyau qui est noté char, qui est pour l'anglais kernel, qui veut dire noyau, et im pour image. Ici, on nous demande de trouver le noyau et l'image des endomorphismes suivants, donc 3 endomorphismes différents, et on nous demande ensuite si ces endomorphismes sont injectifs, surjectifs ou bijectifs. Alors, pour trouver le noyau et l'image, le mieux est toujours de trouver dans un premier temps le noyau, et puis après on verra différentes méthodes pour trouver l'image. Alors, pour trouver le noyau, il faut tout simplement résoudre l'endomorphisme qui est égal à 0. Parce qu'on sait que si un vecteur grand X appartient à char d'un endomorphisme U, donc au noyau d'un endomorphisme U, ça veut dire que U de X est égal à 0. Ça, c'est la définition d'un élément de char de U, c'est un antécédent de 0, ou vecteur nul, parce que ici c'est plutôt vecteur nul. Et donc, on cherche à résoudre U de X est égal à 0, avec X qui est un vecteur de l'ensemble de départ. Ici, on a f de xy qui est égal à 2x plus 3y et x moins y. Et bien, on résout tout simplement f de xy qui est égal à 0, alors pas forcément 0, mais plutôt 0 de R2, puisque l'ensemble d'arrivée est dans R2, parce que c'est un vecteur de deux éléments. Donc si on l'écrit plutôt en colonne, parce que c'est toujours plus simple de le voir en colonne, f de xy, on sait que c'est 2x plus 3y et x moins y. Donc c'est le vecteur de ces coordonnées. Et donc du coup, le 0 ici, c'est le 0 de R2, c'est le vecteur nul. Et donc on l'écrit plutôt comme ça, et là on voit que ça revient à résoudre le système 2x plus 3y est égal à 0 et x moins y est égal à 0. Et en résolvant ce système, je vais trouver la valeur de x et de y, ce qui me donnera le char de f. Donc là, pour résoudre, c'est très simple. Je passe le y à droite, ça me donne x qui est égal à y. Et donc si dans la première équation, je remplace le x par y, ça me fait 2y plus 3y, ça me fait 5y est égal à 0. Si 5y égale 0, ça veut dire en divisant par 5 que y est égal à 0. Et comme le x est égal à y, j'ai le x qui est également égal à 0. Donc finalement, je n'ai qu'un seul antécédent du vecteur nul, qui est le vecteur de coordonnées xy, avec le x qui vaut 0 et y qui vaut 0. Donc, comme le seul élément c'est le vecteur nul, j'en déduis que char de f est égal au vecteur nul. On peut mettre le 0 de R2, puisque ici je suis dans R2. Donc voilà, pour le noyau, on va voir qu'à chaque fois c'est toujours la même chose, il faut résoudre tout simplement la fonction qui est égale au vecteur nul. Et donc à chaque fois ça nous donne que chacune des coordonnées est égale à 0, et donc ça revient à résoudre un système. Alors, on peut déjà répondre à une première question qui était demandée après, qui était est-ce que les éléments, enfin est-ce que les endomorphismes sont injectifs? Ben là oui, parce que on sait que char de f est égal au vecteur nul, si et seulement si f est injectif. Donc là on peut dire que comme char de f est égal au vecteur nul, cela est équivalent à dire que f est injectif. Donc ça c'est déjà pour la première partie de la question. Généralement quand on demande de montrer que f est injectif, la quasi-totalité du temps, il faut montrer que le char est égal au vecteur nul. Maintenant que le char est égal au vecteur nul, on peut tout simplement utiliser le théorème Durand. On sait que d'après le théorème Durand, j'écris ici TH Durand, TH pour théorème, pour abréger. Donc d'après le théorème Durand, je sais que la dimension de char de f plus la dimension de in de f est égale à la dimension de E avec E qui est l'ensemble de départ. Ici, on voit que c'est f de xy, c'est-à-dire que f est une fonction de R2 dans l'ensemble d'arrivée qui est aussi R2, mais ce qui est important, c'est l'ensemble de départ qui ici dépend de deux variables, donc on est dans R2, donc E est égal à R2. Donc ici, j'ai la dimension de R2. Or, dim de char de f, c'est égal à 0, puisque char de f était égal au vecteur nul. De toute façon, on sait que dans un char ou dans un dim, il y a toujours le vecteur nul, donc de n'importe quelle manière, dans tous les exercices, le vecteur nul appartiendra toujours au char de f, et si dans char de f, il n'y a que le vecteur nul, comme c'était le cas ici, sa dimension vaut 0. Donc la dimension de in de f, pour l'instant, je ne la connais pas, et maintenant la dimension de R2, je sais que c'est 2, donc je viens de montrer que la dimension de in de f est égale à 2. Comme la dimension de in de f est égale à 2, il me suffit de trouver une base
de im de f qui contient deux vecteurs, parce que le nombre de vecteurs de la base, c'est le nombre d'éléments, c'est le même nombre que la dimension. La dimension de im de f est égale à 2, donc im de f est un espace de dimension 2. Maintenant, comment trouver un élément de im de f? Un élément de im de f, c'est tout simplement f de quelque chose. Donc pour avoir f de quelque chose, je vais calculer tout simplement les vecteurs de la base canonique, par exemple, c'est-à-dire f de 1, 0 et f de 0, 1. Et si je fais f de 1 et f de 0, 1, ces deux éléments appartiennent par définition à im de f, parce qu'un élément de im de f, c'est f de quelque chose. Et donc, je pourrais prendre ces deux éléments comme base de im de f, évidemment, si ces deux éléments sont libres. Parce qu'il faut vérifier quand même que les deux éléments sont libres pour avoir une base. Si je fais f de 1, 0, c'est-à-dire que le x vaut 1 et le y vaut 0, si x vaut 1, ça fait 2 fois 1 plus 3 fois 0, c'est-à-dire 2. Et ici, x vaut 1, y vaut 0, 1 moins 0, ça fait 1, donc j'ai 1. Maintenant, f de 0, 1, c'est l'inverse, c'est le x qui vaut 0, le y qui vaut 1. Si x vaut 0, y vaut 1, ici, ça me donne 3. Et ici, j'ai 0, moins 1, 0, moins 1, ça donne moins 1. J'ai donc deux vecteurs que je vais mettre en colonne, qui sont 2, 1 et 3, moins 1. Ces deux vecteurs, de manière évidente, ils sont libres, puisque quand j'en ai que deux pour regarder si c'est libre, il faut juste que je regarde s'ils sont liés ou pas. Ici, on voit clairement que les deux ne sont pas liés, ils ne sont pas proportionnels. Donc, j'en déduis que ces deux vecteurs forment une base de im de f, et donc, je vais dire que im de f est égal à vect de 2, 1 et de 3, moins 1. C'est-à-dire l'espace engendré par 2, 1 et 3, moins 1, et avec ça, du coup, qui est une base de im de f. Donc voilà pour trouver l'image. Maintenant, est-ce que c'est surjectif? Pour savoir si c'est surjectif, il faut que je regarde si la dimension de l'espace d'arrivée est égale à la dimension de l'image. Or ici, là, on a dit que l'espace d'arrivée c'était R2, et l'image est de dimension 2 puisque j'ai deux vecteurs, donc je en déduis que la dimension de l'image est bien égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée, donc j'en déduis que f est bien surjectif. Et comme f est injectif et surjectif, j'en déduis que f est bijectif, parce que bijectif c'est quand un endomorphisme est à la fois injectif et surjectif. Alors ici, on peut faire un petit cas particulier qu'on verra après, enfin qu'on appliquera aussi dans les autres, c'est que ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que quand on est en dimension finie, ici c'est le cas parce qu'on est en dimension 2, eh bien le fait que ce soit injectif est équivalent au fait que ce soit surjectif, qui est équivalent au fait que ce soit bijectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a soit injectif, soit surjectif, soit bijectif, en fait on a forcément les trois. Pourquoi? Parce que si c'est injectif, on a, comme on vient de voir, la dimension de carte de f qui est égale à 0. Et donc la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace de départ, et donc forcément ce sera nécessairement égal. Donc j'en déduis que je suis bien dans le cas d'un élément surjectif. Et donc, si je suis injectif et surjectif, je suis nécessairement bijectif. Attention, bien sûr, ça ne marche que pour les endomorphismes, donc quand on est dans un espace d'arrivée qui est de même dimension que l'espace de départ. Donc ça, c'est pour la première méthode pour trouver l'image. La deuxième méthode pour trouver l'image de f, c'est de trouver une famille génératrice de im de f, et après de trouver d'en déduire une base. Ici, on vient de voir que f de xy, c'était égal, si je le réécris sous forme de colonne, à ça. Je peux séparer en deux, en disant que c'est les x d'un côté, plus les y de l'autre. Et donc en factorisant par x, j'obtiens x fois 2, 1, et ici je factorise par y, j'ai y facteur de 3 moins 1. Donc, f de xy s'écrit comme une combinaison linéaire du vecteur 2, 1 et 3, moins 1. Donc j'en déduis que la famille 2, 1 et 3, moins 1 est une famille génératrice de im de f. Et comme c'est une famille libre, comme on a vu tout à l'heure, eh bien c'est une base de im de f, puisque c'est une famille à la fois libre et génératrice de im de f. Et donc je retrouve exactement comme tout à l'heure que la famille 2, 1 et 3, moins 1 est une base de im de f. Donc ça c'est une autre méthode, mais comme on l'a vu, sinon on calcule f de 1, 0 et f de 0, 1, et comme ça on a une base de im de f. Pour le deuxième, on va aller un petit peu plus rapidement, parce qu'on va voir c'est exactement le même principe. Donc là, g c'était égal à 2x plus y plus z, etc., etc. Donc même principe, pour trouver ker de f, je résous g de x, y, z, qui est égal
au vecteur nul, parce que ici je suis dans R3, donc c'est le 0 de R3. Donc je vais mettre directement sous forme de système, ça veut dire que chacune des coordonnées est égale à 0, c'est-à-dire j'ai 2x plus y plus z qui est égal à 0, la deuxième coordonnée y moins z est égale à 0, et la troisième y plus z, x plus z est aussi égale à 0. Dans la deuxième équation, je vois que j'ai y qui est égal à z, et dans la dernière expression, je vais isoler le x, par exemple, j'ai x qui est égal à moins y. Alors, vu que ici j'ai exprimé x en fonction de y, là je vais faire la même chose, donc je ne vais pas mettre y égale z, mais plutôt z égale y. Comme ça, je vais tout réinjecter dans la première équation pour avoir en fonction de y. Si je réinjecte tout dans la première équation, ça me fait 2x, donc ça me fait moins 2y, plus y, je n'y touche pas, et le z qui vaut y, donc plus y, qui est égal à 0. Sauf que moins 2y plus y, ça vaut 0, donc ça fait 0 égale 0. 0 égale 0, bah je peux l'enlever parce qu'elle n'a aucun intérêt dans mon équation ici, puisque c'est une égalité évidente. Donc j'en déduis que mon vecteur x, y, z, qui est le vecteur que je cherche, j'ai le x qui vaut moins y, le y qui vaut y, ça je laisse, et le z, on a dit qu'il valait y. Et donc si je factorise par y, ça fait y facteur de moins 1, 1, 1. Donc j'en déduis que mon grand x qui appartient, ça c'est un grand x, hein, de coordonnées x, y, z, qui appartient à quart de g, parce que j'ai bien sûr ici, si je veux bien rédiger, hein, je dis soit grand x appartenant à quart de g, avec grand x de coordonnées x, y, z, et bien j'en déduis que grand x s'écrit y fois moins 1, 1, 1, c'est-à-dire que c'est une combinaison linéaire de ce vecteur-là, qui forcément est libre puisqu'il est tout seul. Donc j'en déduis que, je vais le mettre ici, quart de g est égal à vect de moins 1, 1, 1, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, 1. Donc là on voit que g n'est pas injectif puisque g n'est pas réduit au vecteur nul. Là, on a vu qu'injectif, ça a été équivalent à dire que g est réduit au vecteur nul. Ici, ce n'est pas le cas, parce que vect de moins 1, 1, 1, ce n'est pas le vecteur nul. Donc, g n'est pas injectif. Et donc, comme g n'est pas injectif, g n'est pas surjectif non plus, ni bijectif, puisqu'on a vu tout à l'heure que les trois étaient équivalents. Donc, s'il y en a un des trois qui est faux, forcément, les trois sont faux. Maintenant, pour trouver im de g, donc si je fais comme tout à l'heure, j'applique le théorème du rang. J'ai dim de quart de g plus dim de im de g. Alors la dimension de l'image, c'est ce qu'on appelle aussi le rang. Donc là, on pourrait mettre, si on veut, à la place, on pourrait mettre le rang de g, ça revient même. Et égal à la dimension de l'espace de départ. Ici, on est dans un espace de dimension 3. Donc, c'est la dimension de R3. La dimension de quart de g, c'est égal à 1, puisque quart de g, c'est vect de un seul vecteur. Donc du coup, le quart de g de dimension 1. Le rang de g, je ne le connais pas, je cherche sa dimension. Et la dimension de R3, c'est égal à 3. J'en déduis donc que le rang de G est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2, avec rang de G, qui est, comme je l'ai dit, la dimension de l'image de G. Comme la dimension de l'image est égale à 2, j'en déduis qu'il me faut deux vecteurs libres de G, de im de G. Donc pour avoir les vecteurs libres de im de G, je vais d'abord prendre des vecteurs de im de G, et donc je vais faire, comme tout à l'heure, l'image des vecteurs de la base canonique. C'est-à-dire G de 1, 0, 0, G de 0, 0, 1, et G de 0, 0, 1. Alors là, on va dire, bah oui, mais au final j'ai 3 vecteurs, alors que moi j'en veux que 2. Alors oui, mais justement, de ces 3 vecteurs, on verra qu'ils ne sont pas libres, parce que justement, l'image est de dimension 2. Alors, si on fait G de 1, 1, 0, je remplace le x par 1, donc là ça me fait 2, 0, 1. Là je vais rapidement parce que c'est simple, hein, je remplace le x par 1 et le reste par 0. Donc là où il y a des x, là, je mets le chiffre, et puis là où il n'y a pas de x, c'est 0. 0, 1, 0, c'est le y qui vaut 1, donc quand y vaut 1, ça me fait 1, 1, 1. Et enfin, quand le z vaut 1, ça fait 1, moins 1, 0. Donc ici, ça me fait 1, moins 1, 0. Donc finalement, j'ai 3 vecteurs, mais parmi ces 3 vecteurs, je ne dois en garder que 2 qui sont libres, puisque le rang est égal à 2. Alors je vais les mettre en colonne, on verra mieux. Donc ça fait 2, 1, 0, 1, 1, 1 et 1, moins 1, 0. Donc parmi ces 3, il suffit que j'en prenne 2 qui sont libres. Alors je prends par exemple les 2 premiers, mais il faut vérifier qu'ils sont libres. En effet, ils sont libres puisqu'ils ne sont pas proportionnels. Donc quand il y en a 2, le fait que ce soit pas proportionnel revient à dire qu'ils sont libres. Donc j'en déduis
que cette famille de deux vecteurs est libre, et en plus, c'est une famille génératrice de im de G, puisqu'ils appartiennent à l'image de G, puisque c'est l'image de certains vecteurs. Et donc j'en déduis que, cette famille est une base de im de G, puisqu'il y a autant de vecteurs que la dimension du rang. Et puis ce sont des éléments de im de G. Alors, ça voudrait dire que le troisième serait apparemment lié aux trois autres, puisqu'on peut dire que tous ces trois vecteurs sont une famille génératrice de im de G, puisque ça, c'est un élément aussi de im de G. Mais apparemment, si on fait cette combinaison, apparemment, on pourrait trouver une combinaison linéaire entre les trois, telle que soit égale à 0. Et en effet, on pourrait trouver une combinaison linéaire qui est égale à 0. Alors, on voit que si on appelle ce vecteur U1, U2 et U3, donc U1, U2 et U3, pour avoir le 0 en bas, je vais faire U1 moins U2, comme ça me fera 1 moins 1, et ça donnera bien 0. Si je fais 1 moins 1, pour avoir ici le U3, pour avoir 0, il faut que je fasse moins U3. Si je fais moins U3, j'aurai 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ça fait bien 0. Et si je fais pour la première équation, j'ai 2 moins 1 qui vaut bien 0. Donc, j'en déduis que U1 moins U2 moins U3 est égal à 0, plutôt vecteur nul. Donc le 0 de R3. D'accord? Donc je répète, si je fais 2 moins 1, ça me donne 0. 0 moins 1, ça donne 0. Et 1 moins 1, moins 0, ça donne 0. Donc j'ai bien U1 moins U2 moins U3 qui est égal à 0. J'ai donc U3 qui est égal à U1 moins U2. Donc U3 est bien lié à U1 et U2, donc si jamais j'avais dit que ça c'est génératrice, bah oui, mais c'est pas libre, puisqu'il y a une combinaison linéaire, donc je peux l'enlever. Donc il me reste uniquement deux vecteurs, et là par contre ils sont libres, donc du coup j'en déduis que c'est bien une base de im de G. Donc ici, le théorème du rang est utile pour vérifier qu'on a bien la bonne dimension, mais au final on peut très bien ne pas utiliser le théorème du rang, et directement prendre l'image de la base, et extraire une famille libre des vecteurs de cette base. C'est-à-dire que je vais calculer par f ou g ou h les vecteurs images les images de la base canonique, et parmi toutes ces images, je vais extraire une famille libre de ces vecteurs. C'est ce qu'on va faire justement pour le dernier exemple. Alors le dernier exemple, c'est un peu particulier, parce que là, on voit que c'est pas un endomorphisme, mais une application linéaire. On pourrait montrer que c'est linéaire, parce que ici, l'espace de départ est de dimension 2, mais l'espace d'arrivée est de dimension 4, donc du coup, ce n'est pas un endomorphisme. Mais le principe reste le même, à savoir que pour trouver le noyau, je résous h de xy qui est égal à 0, ici le 0 de R4, puisque on est dans R4. Donc si je résous le système directement, ça me donne y égale 0, 0 égale 0, x moins 6y est égal à 0, et x moins y égale 0. Donc maintenant, si je résous, c'est très facile. Y égale 0, je n'y touche pas. 0 égale 0, je peux l'enlever, puisque c'est évident. Je remplace le y par 0, ça me donne ici x égale 0, et x moins 0 égale 0, ça me donne x égale 0. Donc finalement, celle-là, je peux l'enlever, parce qu'elle est redondante avec celle-là. X égale 0, y égale 0, ça me donne, encore une fois, le vecteur nul. Donc j'en déduis que ker de h est égal au 0 alors de R2, puisque ici, le ker est un sous-espace de l'ensemble de départ qui est de dimension 2, donc c'est le 0 de R2. Ce qui est logique, parce que de toute façon, j'ai que x et y, donc j'ai dit c'est le vecteur nul avec deux coordonnées, donc c'est le 0 de R2. Donc comme encore une fois c'est le vecteur nul, j'en déduis que h est bien injectif, et donc on pourrait montrer que c'est aussi surjectif, etc. Maintenant, pour la surjectivité, donc là on va faire comme tout à l'heure, on va faire l'image de 1, 0 et l'image de 0, 1 des deux vecteurs de la base canonique de départ. Si je fais l'image de 1, 0, donc ça me donne le x qui vaut 1, le y qui vaut 0, donc quand y vaut 0, ça donne 0, 0, le x vaut 1, ça donne 1, et ici 1 aussi. Et h de 0, 1, c'est l'inverse, le y vaut 1, ici j'ai 0, là j'ai moins 6, et là j'ai moins 1. Donc voilà ce que ça me donne. On voit clairement que ces deux vecteurs, si je les mets en colonne 0, 0, 1, 1 et 1, 0, moins 6, moins 1, sont des vecteurs libres parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Donc j'en déduis que c'est une base
de in de h, et donc j'ai in de h qui est égal à vect de tout ça. Donc ça c'est pour la première méthode. L'autre méthode qu'on avait vue aussi dans la première expression, c'était que dim j'ai h de xy, si je l'exprime, c'est égal, en séparant en deux, hein, à 0, 0, x, x, plus y, 0, moins 6, moins 1, moins 6y, pardon, et moins y. Et donc si je factorise par x et par y, là j'aurai x fois 0, 0, 1, 1 ici, et y fois 1, 0, moins 6, moins 1, 1, 0, moins 6, moins 1. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième méthode. Et là on voit qu'on n'a pas utilisé le théorème Durand, ce n'était pas nécessaire. Alors on va vérifier quand même que le théorème Durand est bien vérifié. On sait que la dimension du ker, on a vu que le ker c'était égal à vecteur nul, donc ça fait 0. La dimension de l'image c'est égal à 2, puisque ici j'ai deux vecteurs dans l'image. Et ça doit être égal à la dimension de l'espace de départ. L'espace de départ c'est R2, puisque j'ai deux coordonnées ici, donc l'espace de départ c'est R2 qui est de dimension 2. Et là je vois que 0 plus 2 c'est bien égal à 2, donc j'ai mon théorème Durand qui est bien vérifié. Donc voilà pour l'idée de trouver le noyau et l'image des endomorphismes, ou éventuellement même d'une application linéaire comme le H, c'était aussi le même principe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.